Janvier 1996, dans une ville ordinaire du Brésil, quelque chose s'est produit. Pas dans une base secrète, pas dans un désert, mais aux abords d'une ville moyenne, au cœur d'une zone habitée, sous les yeux des civils, de policiers, de médecins, de militaires. Ce jour-là, il y a plusieurs témoins crédibles qui se connaissent pas, qui ont décrit la même chose séparément, sans jamais changer leur version. Leurs récits sont appuyés par des documents médicaux, des rapports de police, des interventions militaires inexpliquées, puis des pressions exercées pour faire taire les gens impliqués. L'événement Varginha, c'est pas une rumeur, c'est vraiment un dossier qu'on n'a jamais vraiment voulu examiner dans son ensemble. Varginha, c'est pas une base militaire, c'est pas une zone d'essai, ni un désert isolé. C'est une ville vivante, peuplée de familles, d'enfants, de travailleurs ordinaires. C'est une ville où les événements suivent un rythme paisible, prévisible, jusqu'à ce que l'inattendu frappe. Plusieurs jours avant que qui que ce soit commence à parler des créatures, les habitants commençaient à remarquer quelque chose d'étrange dans le ciel. Des lumières qui se comportaient pas comme des avions, des trajectoires qui changent anormalement, des objets silencieux qui semblent perdre de l'altitude. Ces observations-là vont pas faire la une. L'information circule de bouche à oreille. On en parle brièvement, puis on passe à d'autres choses. Il est environ 15h30 lorsque Liliana de Fatima Silva, Valqueria Aparecida Silva et Katia Andrade Javier marchent près d'un terrain vague. Elles marchaient ensemble tranquillement, cherchent rien, elles s'attendaient à rien. Puis elles voient quelque chose, accroupie contre un mur de béton. Une petite forme immobile. Au début, leur esprit cherche une explication simple, un animal blessé, une personne cachée. Mais plus elle s'approchait, plus que cette réalité-là s'effondrait totalement. La créature est petite, environ 1 mètre. Sa peau est sombre, brunâtre, avec un aspect huileux, presque luisant. Elle n'a pas de poils. Sa tête est large, disproportionnée. Il y a 3 protubérances qui sont visibles sur le sommet de son crâne. Ses yeux sont grands, rouges et brillants, et il semblait fixer directement les jeunes femmes. Puis il y a aussi l'odeur, une odeur vraiment agressive, qui saisit la gorge. Un mélange d'ammoniac, de soufre, quelque chose de métallique. Une odeur qu'aucune d'elles n'oubliera jamais. La créature ne parle pas, elle fuit pas, elle est là, vivante. La peur est immédiate, primitive. Les filles fuient en courant. Plus tard, on dira qu'elles ont imaginé tout ça, qui ont confondu cette créature avec un itinérant prise avec la maladie mentale. Mais de cet instant, elle savait qu'il avait vu quelque chose qui rentrait dans aucune catégorie connue. Ce qui surprend dans cette histoire-là, c'est pas seulement le témoignage, c'est la rapidité de ce qui suit. Les barrages militaires apparaissent dans le quartier, les rues sont bloquées, les soldats contrôlent l'accès, les habitants sont renvoyés chez eux sans explication. Aucun communiqué, aucune alerte publique, aucune justification sanitaire ou sécuritaire. Et pourtant, l'opération est réelle, organisée et précise. Dans la soirée, la police militaire reçoit des instructions vagues. On parle pas d'un suspect humain, on parle de quelque chose à localiser. Éric Lopez, policier en service, et Marco Eli Cherice, policier militaire hors service, se retrouvent tous les deux impliqués. Marco a 23 ans, il est sportif et en excellente santé. Rien ne le prépare à ce qu'il va vivre. Alors qu'il patrouillait, une silhouette traverse la route soudainement, rapidement, devant leur véhicule. Petite, rapide, anormale. Il s'arrête. Marco sort de la voiture, puis s'approche. Il attrape la créature à main nue. Le contact est immédiat puis violent au niveau sensoriel. La peau est chaude et grasse. L'odeur est insoutenable. La créature ne se débat pas. Elle émet des sons faibles, presque plaintifs. Marco la maintient sur ses genoux à l'arrière du véhicule. À ce moment-là, personne ne le sait, mais cette interaction-là va le condamner. La créature est d'abord amenée dans une clinique locale. Un médecin la voit brièvement.
Il refuse immédiatement de la prendre en charge. Il pose aucun diagnostic. Il veut pas de ça dans son établissement. À l'hôpital, le choc est total. Les infirmiers, des techniciens, des médecins voient l'entité. Elle est vivante, elle respire, elle bouge légèrement. Elle correspond à aucune espèce connue. Plusieurs chirurgiens observent la créature. Ils notent des détails précis, une peau extrêmement lisse, difficile à manipuler, une température corporelle élevée, une morphologie qui correspond ni à un enfant humain, ni à un cas de nanisme, une structure crânienne inconnue, des yeux disproportionnés, humides, brillants, provoquant un profond malaise à ceux qui les croisent. Aucun d'entre eux va tenter d'établir un diagnostic classique. Tous comprennent instinctivement que ça dépasse leur formation médicale. Le climat change rapidement. Les militaires rentrent dans l'hôpital, des ondes sont bouclées, des ordres sont donnés. On demande explicitement au personnel de ne rien écrire, de ne rien dire. Ce n'est plus une affaire médicale, c'est rendu une affaire d'État. Parmi les médecins se trouve le docteur Italo Venturelli, neurochirurgien respecté. Ce qu'il a vécu ce jour-là va le marquer toute sa vie. Il observe l'entité de près, mais au-delà de l'apparence physique, il ressent autre chose. Une présence consciente, une détresse, une impression mentale étrange, comme si une communication silencieuse s'établissait. Pas de mots, pas d'image, une sensation directe. Il va garder le silence pendant des années, conscient qu'un tel témoignage peut ruiner sa carrière médicale. Quelques jours après la capture, Marco Cerisi tombe malade très vite. La fièvre élevée, les douleurs, une infection systémique. Son état se dégrade à une vitesse alarmante. Les médecins sont surpris. Rien dans son dossier justifie une telle évolution. Alors Marco va consulter le cardiologue Cesaro Furtado. Là, Marco lui raconte tout. Il est convaincu que sa maladie est liée avec le contact avec la créature. Il décrit la substance, l'odeur forte, la sensation au toucher. Les traitements échouent. Marco Cerisi décède le 15 février 1996. Il n'avait seulement que 23 ans. L'autopsie de Marco révèle une infection grave, agressive et résistante au traitement. Les médecins parlent d'un agent pathogène inhabituel. Aucun d'eux n'avait vu quelque chose de similaire avant. Aucun d'eux ne le reverra. Le dossier est classé. La mère d'une des jeunes filles aussi a eu ses petites visites. Elle a vécu un épisode troublant. Des personnes se présentent à elle, disant qu'ils sont des journalistes. Ces personnes-là lui proposent une somme d'argent, une grosse somme d'argent, en échange d'une seule chose, qu'elle dise publiquement que sa fille a menti, chose qu'elle va refuser. Plus tard, elle va expliquer que personne offre de l'argent pour un mensonge sans raison grave. Mais après ce refus, il n'y a plus rien arrivé, il n'y a pas eu de visite, elle n'a pas été harcelée. Les photos existent, les vidéos existent, les rapports d'autopsie, mais rien sort. Une version officielle est proposée. Une confusion, une hallucination, un homme souffrant de troubles mentaux. Cette version ne tient pas face aux faits, mais elle est répétée, imposée, normalisée. Mais ce qui reste, il reste les témoins qui n'ont jamais changé leur version, des médecins qui ont risqué leur carrière, un policier mort avec une infection inconnue, des preuves disparues, puis une simple question. Si rien s'est passé à Varginha, pourquoi tant d'efforts pour faire taire ceux qui ont vu? Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la liker, à la partager. Commentez-moi un petit peu ce que vous en pensez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Ça aide ma chaîne à monter. Ça fait 1 an que j'ai commencé à partager des informations en français sur les lanceurs d'alerte. Alors, ça m'encouragerait beaucoup. Abonnez-vous, likez, on partage. Je vous remercie beaucoup. On se revoit dans la prochaine. Je vous aime fort. On lâche pas.